Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et tout de suite, c'est l'heure de votre nouvelle formule à la carte de la matinale que vous retrouverez désormais chaque jour de 9h07 à 9h40 avec toute l'équipe de la rédaction de Ligne Droite et puis un partenaire quotidien avec un thème majeur décliné sous plusieurs angles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Xavier Aimant que vous connaissez bien puisqu'il nous a accompagnés en fin de saison dernière. Notre partenaire donc du mercredi revient avec nous cette année. Bonjour Xavier Aimant, merci d'être parmi nous. Je rappelle que vous êtes écrivain, rédacteur en chef de livre arbitre et chroniqueur pour la revue Éléments. Bonjour à tous. Et alors c'est vous qui allez introduire cette émission avec un édito sur le sujet de votre choix. Vous avez la parole. Alors les Jeux Olympiques sont terminés, vive les Jeux Paralympiques. Alors des Jeux Paralympiques qui eux aussi ont débuté par une cérémonie d'ouverture chorégraphiée par le désormais fameux Thomas Joly. Si les JO ont eu droit à Aya Nakamura, les Paralympiques eux ont été honorés par la prestation de Christine and the Queens. Le chanteur, je dis bien le chanteur, puisque Héloïse Adélaïde Letissier exige désormais d'être considérée comme telle, a en effet interprété une version électro-dance de Je ne regrette rien d'Édith Piaf. Mais malgré cette interprétation qu'on imagine mémorable, la cérémonie n'a pas fait autant parler d'elle, ni suscité autant de débats et de polémiques que celle des Jeux Olympiques. Alors serait-ce parce que ces Jeux Paralympiques suscitent moins d'intérêt et génère moins d'audience que les Jeux Olympiques? On ose à peine l'envisager tant s'intéresser, et même s'enthousiasmer, pour la compétition des athlètes handicapés semble être devenue une injonction citoyenne, une véritable obligation morale. En effet, aujourd'hui, si vous ne vous passionnez pas pour le rugby fauteuil, le cécifoot ou la natation sans bras, vous êtes une méchante personne, un sans-cœur, un insensible, ou pire, un eugéniste, ou pire encore, un validiste. Alors pour rappel, le validisme, ou capacitisme, est un système de valeurs oppressif, faisant de la personne dite valide, donc sans handicap, la norme sociale. C'est évidemment totalement odieux. Entendons-nous bien, il ne s'agit nullement ici de nier ou de minimiser le courage, le travail, les sacrifices, la résilience extraordinaire, l'abnégation même, des athlètes handicapés participant à ces Olympiades. Ils sont bien évidemment dignes du plus grand respect et même de la plus grande admiration. Mais cette évidence n'empêche pas de s'interroger sur l'invraisemblable propagande qui accompagne cet événement au nom de l'inclusivité et d'un égalitarisme devenu véritablement compulsif, c'est-à-dire maladif. En bref, une fois encore, on en fait trop. Trop d'éloges, trop de publicité, trop d'incitations, trop d'injonctions même, jour après jour, heure après heure, sans arrêt. Hydratez-vous quand il fait chaud, mangez 5 fruits et légumes par jour et achetez vos places pour les Paralympiques. Ainsi, vous serez un bon citoyen et une belle personne. Mais si vous préférez voir les stars de la NBA ou les jolies volleyeuses sans moignon, là, vous sortez du champ républicain. Tel un vulgaire électeur du Rassemblement national, vous adoptez une attitude discriminante, indigne, scandaleuse. En clair, vous êtes un monstre. Car aujourd'hui tout se vaut, tout vaut tout, tous les hommes sont égaux, et il est donc tout aussi stimulant et satisfaisant d'assister aux Paralympiques qu'aux Jeux Olympiques. Assister au sport n'est désormais plus un divertissement, un spectacle ludique basé sur l'appétence pour l'excellence, la performance et l'exploit. C'est un devoir moral et civique, une exigence de solidarité et d'empathie. On va désormais au stade comme on descend dans la rue pour manifester, afin d'exhiber son grand cœur, sa générosité et sa belle âme. Déjà qu'il puisse encore exister des classements, des gagnants et des perdants, est à peine supportable. Pour ma part, si j'avais été sollicité pour l'organisation de ces Jeux Paralympiques, j'aurais proposé une seule épreuve, mais de très haut niveau. Traverser Paris en fauteuil roulant. Entre chantiers innombrables, chaussées défoncées, poubelles répandues, ascenseurs hors service, transports publics inadaptés, stationnement intempestif de véhicules sur les trottoirs, excréments jonchant les rues, trottinettes sauvages, toxico-agressifs et corps de SDF allongés sur le sol, le vainqueur de la compétition aurait véritablement été l'un de ces super-héros évoqués par Teddy Riner. Car je pense en effet que l'intégration de nos compatriotes
en situation de handicap, comme il convient de dire dorénavant, passent davantage par l'amélioration globale de leur environnement quotidien que par un événement ponctuel, clinquant, surmédiatisé et largement démagogique, qui permet surtout à tout un chacun de se donner bonne conscience à peu de frais. J'espère que cela ne fait pas de moi un monstre, mais si c'est le cas, merci de ne pas juger trop sévèrement ma différence. Merci Xavier Aimant pour cet édito. L'addition. Et alors, on va commencer justement par faire le bilan de votre chronique, j'allais dire le débrief, mais bon, nous sommes sur Radio Courtoisie, alors Dieu m'en garde. Le bilan de votre chronique, alors effectivement, il y a plusieurs choses qui sautent aux yeux. Déjà, cette hypocrisie que vous soulignez dans cette épreuve imaginaire de traverser Paris en fauteuil roulant, hypocrisie qui peut s'étendre à beaucoup de domaines aujourd'hui dans notre société. Oui, tout à fait. C'est ça qui m'a un petit peu choqué, c'est-à-dire que on a l'impression aujourd'hui que les handicapés sont survalorisés en termes sportifs, alors qu'ils sont quand même très largement, je trouve, délaissés dans les actions des pouvoirs publics. Et, n'importe qui prend le métro à Paris se rend compte, par exemple, que le métro est quasiment totalement inadapté aux personnes handicapées, notamment, je l'évoque dans ma chronique, les ascenseurs qui, une fois sur deux, sont en panne. Il y avait eu des enquêtes qui avaient été réalisées, plus de 40% de ces ascenseurs étaient en panne en même temps. Donc, en effet, je pense qu'on ferait mieux de travailler là-dessus plutôt que d'essayer d'expliquer aux gens que, en fait, un sportif handicapé et un sportif valide, c'est exactement la même chose, ça mérite la même attention, ça mérite le même traitement médiatique, etc., etc. Il y a une autre chose, c'est cette situation de handicap qu'on doit mentionner maintenant en parlant d'une personne handicapée. C'est assez amusant la façon dont on nous incite justement à exploiter nos différences et ce qui fait qu'on pourrait sortir du moule, et en même temps cette espèce de pudeur à nommer les choses. Oui, c'est la grande hypocrisie de la novlangue actuelle qui aseptise tout, on a l'impression que en changeant les mots, on va changer la situation des gens. C'est-à-dire que quelqu'un n'est plus aveugle, il est malvoyant, mais pour lui, ça n'a pas beaucoup d'impact dans sa vie. C'est un peu dérisoire et c'est un peu grotesque. Ouais. Dans l'accueil d'artistes woke comme Christine and the Queen, est-ce qu'il n'y aurait pas la volonté aussi de transformer, donc comme vous l'avez dit, la cause des handicapés en sujet de bien-pensance? Et puis, est-ce que c'est pas un petit peu maladroit de vouloir mettre au même niveau quelqu'un qui choisit lui-même une situation qui sortirait des clous, donc comme Christine and the Queen qui affirme donc sa nouvelle identité, qui change d'ailleurs assez régulièrement, et donc celle des athlètes handicapés qui, eux, d'ailleurs on les salue, subissent d'une certaine façon leur situation et d'ailleurs tentent d'aller au-delà, et c'est d'ailleurs très honorable de leur part. Alors, je suis pas sûr que c'était ce qui était voulu par le metteur en scène. Je pense que cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques était dans la lignée de celle des Jeux olympiques. Il s'agissait juste, en effet, de mettre en avant toutes les personnes différentes, toutes les personnes ayant des inclinaisons sexuelles différentes, etc. Je pense pas qu'il ait voulu faire un lien avec forcément le handicap. C'est plus oui, une représentation de cette fameuse diversité qu'ils prétendent promouvoir à toute force. Oui, mais comme si du coup la cause handicapée, qui existait bien avant la promotion des idées woke, était invisibilisée de fait. Invisibilisée ou rattachée justement à tout cet univers, alors que finalement les athlètes handicapés n'ont rien demandé. Ah oui, c'est en effet possible. Après, on peut faire une sorte, entre guillemets, un parallèle, c'est que les homosexuels, enfin le mouvement LGBT, c'est longtemps plein d'être invisible. Et là, aujourd'hui, c'est un peu lui qui prend en effet toute la place et qui tend à invisibiliser les autres. Pour moi, c'est symptomatique comme un peu de notre société qui est incapable de sens de la mesure et de la nuance. On passe toujours du tout au tout. Cette société moderne nous fait passer systématiquement sur quasiment tous les sujets, de l'invisible ou l'invisibilisation à la surexposition. Et puis encore, la troisième étape, c'est l'imposition. Et c'est un peu ce à quoi on assiste actuellement, à la fois pour LGBT, à la fois pour ces fameux Jeux paralympiques, où on a l'impression que si on ne s'y rend pas, on s'exclut soi-même de la société.
Marie Faligon. On a l'impression, c'est vrai, d'une invisibilisation, je trouve, de la cause du handicap, comme s'ils voulaient une fois de plus voler la vedette. Moi, je voulais préciser 2 chiffres que je viens de trouver. Le nombre de nains en France et le nombre de trans en France. On a entre 8 000 et 10 000 personnes atteintes de nanisme en France. Et en parallèle, on estime qu'il y a entre 20 000 et 60 000 trans en France. Les chiffres ont fait un bond, ils ont plus que doublé en l'espace de seulement 2 ans. Entre 2021, c'était 1% des Français, et là, c'est 3%. Donc c'est absolument énorme. Les nains sont donc une minorité par rapport à la minorité trans, vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, cette minorité-là, peut-être n'a pas la même place, n'est pas aussi honorable, vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve qu'il y a une sorte de hiérarchisation des minorités. Ce qui est certain, c'est que on va dire la cause LGBT a réussi un coup d'État médiatique, c'est-à-dire elle est devenue centrale, malgré sa petitesse entre guillemets numérique. Aujourd'hui, elle a réussi à faire en sorte que ce soit le centre de l'attention, ce soit le centre du débat politique, et je pense qu'elle n'est pas prête à partager cette influence et ce pouvoir qu'elle a acquis. D'ailleurs, c'est intéressant à étudier la stratégie, parce que pour toutes les minorités, même les minorités politiques qui combattent, arriver à un tel degré d'influence et de pouvoir en étant si peu nombreux, c'est quand même assez impressionnant. Dernier point sur ce sujet, puis ensuite on va passer au reste. Cette cérémonie va être dérangeante. Ce sont les mots de Amélie Oudéa-Castéra merci Marie, pour annoncer la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. On note dans cette cérémonie, ou bien dans la précédente, celle-ci était lunaire, on n'en reparlera pas, on note un certain goût du subversif. Oui, enfin du subversif qui n'est plus subversif depuis 30 ans, quoi. C'était peut-être subversif au temps de nos parents ou de nos grands-parents, mais c'est ça qui est encore plus dérisoire et un peu pathétique, c'est que ces gens pensent être à la pointe de l'avant-garde, alors que c'est le nouveau conformisme, c'est le nouvel académisme. Avant même d'avoir vu ces 2 cérémonies, on savait très exactement ce qu'il y aurait dedans. C'est ça qui est terrible. Ce ne sont pas des gens originaux, ce sont des gens totalement convenus. Ouais, moi, j'ai pas été spécialement choqué par ces cérémonies parce que je savais pertinemment que ça serait ça, qu'il y aurait ça. C'était dans la lignée exacte de ce qui s'était passé, par exemple, pour la fête de la musique sur le perron de l'Élysée, etc. Tout ça est logique, tout ça est cohérent. Il n'y avait pas de surprise, donc ça me paraissait un peu vain de s'énerver, de s'exciter autour de ça. Deuxième sujet qui a défrayé la chronique cette semaine, les sujets de censure et d'arrestation. Alors nous dirigeons-nous vers la fin de l'Internet libre ? C'est la question que je vous pose, Xavier. Hélas, on peut le craindre. On voit en tout cas qu'il y a eu un renforcement drastique de la censure et de la coercition vis-à-vis de l'Internet. On a vu que même de nombreux sites ont été impactés, que de nombreux comptes de militants, on va dire patriotes ou identitaires, ont été également fermés de façon tout à fait arbitraire, parce que c'est ça qui pose problème aussi, c'est qu'à partir du moment où un opérateur privé, vous êtes finalement client d'un opérateur privé, il peut vous couper sans aucune raison, sans recours juridique, etc., votre média d'expression. Et évidemment, il y a aussi l'événement important, c'est l'arrestation de Pavel Durov, donc le président et le créateur de Telegram, qui là aussi est un pas supplémentaire dans la censure. Les choses qu'on lui reproche sont totalement délirantes. Ouais. On lui reproche d'être complice finalement du terrorisme et de la pédophilie, grosso modo, quoi. C'est-à-dire parce que des gens utiliseraient son média pour ce genre de pratiques ignobles. C'est un peu compliqué. Je crois que c'est Régis de Castelnau qui disait, c'était un peu comme si on reprochait au propriétaire d'une autoroute qu'il était complice des trafiquants de drogue qui utilisaient son autoroute pour faire des go-fast. Et c'est un peu en effet ça. On l'a entendu ce matin à notre antenne, Régis de Castelnau. Chers auditeurs, si vous restez un peu, vous pourrez l'entendre à nouveau dans quelques minutes. Et puis si jamais vous ratez le créneau, n'oubliez pas que ce sera disponible sur YouTube, sur notre chaîne YouTube dans la journée.
journée. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Xavier. Bon. Non, mais je crois qu'on voit clairement que là, les autorités ont décidé de siffler la fin de la récréation. C'est assez net. Internet a été en effet pendant assez longtemps une sorte de Far West, pour le pire et le meilleur. Au nom de la liberté, on a laissé beaucoup faire. Et là, on serre la vis. Et en même temps, c'est malheureusement un peu prévisible parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément d'abus. Et malheureusement, cet outil formidable a été utilisé un peu n'importe comment, donnant les arguments en fait aux censeurs pour agir. Moi, je suis toujours assez attristé, voire atterré, quand je vois des choses totalement aberrantes relayées sur les réseaux sociaux, même par des camarades ou des gens qui sont engagés politiquement, qui relayent sans vérifier les informations, etc. Et ça fait du tort au vrai travail de réinformation et de liberté d'expression qui pâtit en fait de cette mauvaise image du net et des fameuses fake news, fausses nouvelles qu'on lui reproche de disséminer. Mais malheureusement, c'est pas totalement faux. Donc en fait, on a fourni des arguments aux censeurs pour mettre tout le monde dans le même panier et dire maintenant retour aux médias centraux et on verrouille au maximum Internet. Marie Falicon. Médias centraux d'ailleurs, où les Français auront la chance d'écouter Philippe Catherine d'ailleurs tous les jeudis à 8h55. On en a parlé ce matin. Vous en avez parlé ce matin, et ben voilà. Bon, non, surtout à cette heure-là, venez chez nous dans une radio indépendante et qui n'a pas perdu le cap. Et qui garde ses vêtements. Qui garde ses vêtements. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez tous suivi la polémique. Pour expliquer aux auditeurs que pour sa nouvelle chronique hebdomadaire chez France Inter, Philippe Catherine a préféré faire son billet d'humeur nu dans le studio de radio. Donc on est mieux chez Radio Courtoisie quand même. Tous les moyens sont bons pour gratter de l'audience. Voilà, sur le service public. Pour revenir à notre sujet de la censure, certains militants lanceurs d'alerte ne se laissent pas faire. Je pense au mouvement des natifs qui hier a fait une action devant le siège de Facebook France dans le 2e arrondissement de Paris. Ils nous ont transmis un peu, ils nous ont expliqué pourquoi ils y sont allés et je vous propose de les écouter. La semaine dernière, de nombreux comptes importants d'influenceurs et de médias patriotes, tels qu'Occidentis qui cumulait plus de 160 000 abonnés, Alice Cordier, la présidente du collectif féministe Némésis, Frontières, l'ancien livre noir, Lasla ou encore le compte Une Bonne Droite ont été censurés par Meta. C'est pourquoi les natifs se sont rendus en bas du siège parisien de l'entreprise afin de dénoncer ce musellement purement politique. Cette attaque à la liberté d'expression prend place dans un contexte plus large de censure à l'encontre de toutes les voix qui s'élèvent contre la subversion migratoire en Europe. Les natifs ont un message clair. Que cette censure soit dictée par la Commission européenne, par la France, le gouvernement, ou bien par l'entreprise Meta, elle ne suffira pas à nous faire taire. Nous continuerons inlassablement de défendre la continuité du peuple et de la civilisation européenne. La question qu'on se pose face à ces vagues de censure, c'est peut-être quelle est la solution véritable ? Il y a d'un côté ceux qui prônent peut-être des poursuites pénales, d'autres un levier parlementaire, et puis eux, des militants, les manifestations, les actions. Est-ce que vous pensez que ces 3 leviers sont crédibles, pertinents ? Oui, je pense qu'il faut les actionner tous les trois parallèlement. Oui, ça peut être efficace. Je pense que le plus efficace reste quand même la procédure juridique et judiciaire. J'ai un exemple en tête, puisque le mouvement italien Casapa en Italia, qui est un mouvement de la droite radicale italienne, il y a quelques années avait été censuré sur Facebook et a gagné son procès contre Facebook qui a dû rétablir l'ensemble des comptes. Donc il faut se dire c'est possible. On a parfois l'impression de se dire on va se battre contre des multinationales, c'est le pot de terre contre le pot de fer, on n'y arrivera jamais. Ça vaut au moins le coup d'essayer parce que la preuve est que parfois ça peut fonctionner. Bien sûr, il faut alerter aussi l'opinion publique par des actions militantes classiques comme celle qui a été évoquée. Et il faudrait aussi que peut-être nos députés nationaux réagissent et interviennent. Et je les trouve très silencieux. Moi, je les trouve très silencieux de façon générale, je dois dire, mais plus particulièrement sur cette question qui est quand même fondamentale, qui est celle de la liberté d'expression. J'aimerais bien que le Rassemblement national, pour ne pas le nommer, monte un peu au créneau. Ce serait quand même le minimum qu'on puisse lui demander, d'autant plus qu'on voit bien que ces comptes qui sont attaqués ou ces associations qui sont censurées, ce ne sont pas des ultra-radicaux. Ce sont des identitaires, des gens établis, qui font de la politique depuis longtemps, de la politique tout à fait légale. Donc la question est où ça va s'arrêter ?
Et donc, si j'étais au Rassemblement national, je m'inquiéterais aussi pour moi-même, d'une certaine façon. Et on sait bien que quand on se tait quand il arrive une censure ou des persécutions sur les autres, on ouvre la porte à ce que ça vous arrive à vous-même. Donc, en effet, je pense qu'il faudrait tirer un petit peu les sonnettes du côté de l'Assemblée nationale pour que en fait cette contestation et cette simple demande de droit à la parole soit relayée à l'Assemblée nationale. Il y a un groupe quand même très important. Ce serait bien qu'on sache un peu à quoi il sert. Ouais, l'ancien magistrat Charles Prats à notre antenne lundi, je rappelle, a proposé l'idée de lancer une commission d'enquête parlementaire par le groupe à droite d'Éric Ciotti. Donc, en tout cas, peut-être que ce groupe-là réagira de façon vraiment, avec le levier législatif qu'ils ont pour mettre devant la commission d'enquête les patrons de Meta. Espérons-le. Et de la même façon, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte qu'on a reçue cette semaine a choisi de poursuivre en justice Meta pour demander des comptes justement sur cette censure. On vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez les aider en leur faisant des dons ou ne serait-ce qu'en allant les suivre sur les réseaux sociaux et en montrant qu'ils ont au moins un fort soutien de la part de la plupart d'entre vous. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est toujours très important. De la même façon, il ne faut plus, je pense, Xavier Aimant, douter de notre légitimité justement à faire appel au droit. C'est un des risques que les patriotes pourraient courir, celui de se lasser, de se décourager, de ne plus vouloir mener ce combat. Là, quand on nous annonce que l'association de soutien aux lanceurs d'alerte se lance en guerre contre Meta, ça nous paraît quelque chose d'énorme, un combat de David contre Goliath. Malgré tout, il ne faut pas oublier qui gagne à la fin. Non, et puis il faut déjà de façon générale, il faut jamais se décourager. Et je pense qu'il y a aussi un quatrième levier peut-être auquel il faut réfléchir, c'est celui du retour à d'autres supports et de rompre un peu avec le tout numérique dans lequel le militantisme avait peut-être une tendance à s'enfermer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très facile pour YouTube, pour tous ces grands groupes de couper le bouton du jour au lendemain. Si par exemple vous avez une revue papier, ne serait-ce qu'un fanzine, etc., c'est beaucoup plus compliqué de le faire interdire. Il faut une procédure, il faut une saisie, etc., etc. Donc multiplier les supports d'action militante et politique est aussi une réponse à cette censure de l'Internet. Est-ce qu'on a fait le tour du côté de la rédac? On passe au sujet 3. La mort du gendarme de Mougins, avec donc le courage de cette veuve qui a osé prendre la parole pour dénoncer l'État français qu'elle considère responsable de la mort de son mari. Oui, alors pour moi, j'avoue que cette vidéo que j'ai vue donc de la déclaration de la veuve éplorée du gendarme, ça a été pour moi un choc parce que je n'y croyais plus. Je n'attendais plus à ce genre de réaction. J'étais tellement habitué à ces victimes qui sont dans l'excuse, dans le vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas ma haine, pas d'amalgame, surtout je ne veux pas de récupération politique, etc., etc. Et donc là, ça a été un choc pour moi. Je pense que c'est un choc évidemment salutaire. Extrêmement courageux parce qu'on sait que cette femme va être l'objet de nombreuses attaques. On va essayer de fouiller dans ses réseaux sociaux, dans son passé, pour voir si elle n'aurait pas des liens avec l'horrible extrême droite. Peut-être un arrière-grand-oncle. Voilà, ou l'ultra-droite, ou l'ultra méga droite, etc. Elle va être évidemment attaquée. Alors que ce qu'elle dit est tout à fait sensé, tout à fait même mesuré. D'une certaine façon, même si ça nous paraît assez violent, c'est un peu ce que tout le monde pense depuis longtemps devant la répétition de ces crimes commis par des multirécidivistes et qui sont en effet de plus en plus insupportables. Donc j'espère que sa voix sera entendue. Malheureusement, vu l'état du personnel politique, j'en suis pas certain, mais bon, on peut toujours espérer une prise de conscience. Et j'espère en tout cas que son exemple sera suivi et qu'on cessera de baisser la tête et de toujours demander pardon et qu'à un moment, il faut aussi demander des comptes. Allez-y, Hermine de French Life Matter en parlait tout à l'heure. Enfin, elle énumérait un petit peu les différentes insultes que cette femme a reçues sur les réseaux sociaux. Et ça me fait un petit peu penser à l'affaire à l'affaire malheureuse du pauvre petit Émile qui a disparu. Et comme tous les médias,
beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, dans les médias, sont montées au créneau envers la famille qui était d'extrême droite, qui pourrait être dangereuse. Enfin voilà, c'est tout de suite. Ils accusaient presque eux-mêmes. Il y avait parfois des suspicions assez sévères. C'est ça, mais simplement du fait qu'ils penchaient plutôt à droite de l'échiquier politique. Puisqu'ils étaient catholiques traditionnalistes, enfin toutes ces choses-là qui sont très dangereuses pour la société, ça me fait vraiment penser à cette histoire. Pour en revenir au sujet sur la mort donc, de ce gendarme à Mougins, je pense que cette veuve doit servir d'exemple aussi à toutes les femmes, finalement, qui sont un rempart face à ce bâillonnement auquel on doit faire face. Aujourd'hui, les femmes doivent avoir le courage de dire voilà, je suis une veuve, je suis une orpheline, moi j'ai perdu mon fils. Et ces femmes qui se retrouvent bien souvent, du coup, martyrs de l'insécurité en France, martyrs directs. On l'a vu, par exemple, dans le cas du viol de cette... comment s'appelle-t-elle qu'on avait reçue, Claire qui avait témoigné de son martyre et qui avait eu le courage de poser des mots sur ce qu'elle avait vécu, la douleur qu'elle ressentait. Et puis, toutes ces martyrs indirects, ces mères, ces veuves. Donc voilà, on les incite vraiment à suivre cet exemple qu'a donné la veuve de ce gendarme, et puis à ne pas se laisser intimider par les discours bien pensants. On sait qu'à chaque fois lors de ce genre de drame, bien souvent les responsables politiques appellent les familles, et puis leur donnent, on peut l'imaginer, des directives sur les mots à avoir dans ces moments. On l'imagine assez trouble et puis fort émotionnellement. Il est facile de se laisser aller. On vous incite à avoir ce courage et puis juste simplement se prendre ce droit d'être triste et de crier sa douleur. C'est vraiment très important. Et puis, vous ferez porte-parole de toutes celles et tous ceux qui n'osent pas le faire, justement. Et j'en profite pour évoquer cet article du JDD, de Charlotte Dornelas avec la mère de Enzo Parisso, vous vous rappelez de lui peut-être, qui a été tué sauvagement en juillet 2023 et qui un an plus tard a libéré sa parole après s'être tue peut-être suite à des injonctions justement, et qui finalement passe le cap d'aller dans les médias crier sa peine et enfin sans tabou, sans œillères, et je trouve ça intéressant de voir que tout n'est pas perdu. Elles ont évidemment un écho qui suit derrière, et en tout cas, nous, on sera leur voix si elles font appel à nous. Xavier Aimant, est-ce que vous pensez que l'ère des victimes muettes pourrait être résolue et que justement cette veuve pourrait ouvrir un nouveau mouvement ? Alors, bien évidemment, je l'espère. J'en suis malheureusement pas persuadé parce qu'en effet, il va y avoir en retour, je peux dire, un nouveau tour de vis. Je pense en effet, comme vous, que dès qu'une victime s'apprête à parler aux médias, elle est immédiatement encadrée. Les fameuses cellules psychologiques, par exemple, je pense que ça sert aussi largement à ça, à encadrer la parole des victimes. Alors sans doute à les aider aussi à vivre ça, mais on leur explique justement que pour mieux le vivre, il faut ne pas être dans le ressentiment, pas être dans la haine. Je pense que parfois on les met sous médicaments, etc. Ce qui peut tout à fait se comprendre dans ce genre de drame. Mais donc je pense que quand même que les choses resteront très encadrées et que c'est plutôt une exception, mais une exception forte et qui peut quand même servir d'exemple, même s'il ne faut pas non plus toujours trop en demander aux victimes qui sont déjà dans des situations très difficiles. Ce serait justement aux politiques de s'emparer de ça, sauf que évidemment la réponse est toujours pas de récupération politique, alors que la récupération politique, elle est nécessaire si on veut un jour trouver des solutions à ces drames. C'est pas de réparation, il faut au contraire de la récupération politique, du débat politique autour de ces questions. Oui, donc il faut assumer être taxé de monstre quand justement on essaie de traiter ces sujets-là. Il faut de toute façon ne pas se laisser intimider et surtout pas donner des leçons par ces gens qui se prétendent humanistes et qui n'ont aucune empathie envers les victimes, qui sont beaucoup plus intéressés par la sauvegarde des voyous et des criminels que par le sort de ces familles brisées. C'est nous les méchants, c'est eux les humanistes. Je suis pas tout à fait d'accord. Donc non, il faut pas du tout se laisser intimider. Ces gens sont devenus tellement xénophiles, tellement rongés d'idéologie qu'ils n'arrivent même plus à avoir la moindre empathie, la moindre solidarité avec leur propre peuple. Donc moi, j'ai pas de leçon à recevoir de ces gens-là, ça c'est sûr. Je vous invite à retrouver également l'entretien que nous avons eu justement sur la nécessité d'aimer son prochain, et notamment dans la notion de peuple et de nation. C'était ce matin avec Julien Langelat et monsieur l'abbé Laurence. Ce sera disponible dans l'après-midi
sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Xavier Aimant d'avoir été parmi nous. On vous retrouvera donc une semaine sur deux, tous les vendredis, enfin un vendredi sur deux, pour ce nouveau format que nous vous offrons sur la matinale, l'addition. Merci d'avoir été parmi nous et merci à la rédac d'avoir participé.